Bonjour. Ah, la musique, faut que je baisse la musique. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Mince, je vous la laisse un peu quand même. Voilà, ça devrait être pas mal là la musique. Je coupe mon propre son parce que bah, ça va quoi. Et c'est parti pour lire ce soir 2 chapitres du Hobbit. J'espère que vous étiez prêts pour ça. On va attaquer sans plus tarder, hein. Bienvenue, installez-vous, tout ça. Mais bah, j'ai déjà suffisamment de retard comme ça, donc c'est parti. Chapitre 15. Les... Revenons maintenant à Bilbo et aux nains. Toute la nuit, l'un d'eux avait veillé, mais au matin il n'avait entendu ni vu aucun signe de danger. Cependant, les oiseaux s'assemblaient toujours plus nombreux. Leur troupe arrivait du sud, et les corneilles qui vivaient toujours dans la montagne tournoyaient en croissant sans cesse dans les airs. Il se passe quelque chose d'étrange, dit Thorin. Le temps est passé des migrations d'automne, et ce sont là des oiseaux qui restent toujours dans le pays. Il y a des étourneaux et des bandes de pigeons, de pinsons, et très loin, on voit un grand nombre de charognards, comme s'il se préparait une bataille. Soudain, Bilbo pointe à l'index. Voilà de nouveau cette vieille grive, s'écria-t-il. Il semble qu'elle se soit échappée quand Smaug a fracassé le flanc de la montagne, mais je ne pense pas que les escargots en aient fait autant. Assurément, la vieille grive était là. Comme Bilbo la désignait, elle vola vers eux et se percha sur une pierre proche. Elle se mit à chanter en agitant les ailes, puis elle inclina sa tête sur le côté comme pour écouter. Puis de nouveau, elle chanta et écouta encore. Je pense qu'elle essaie de nous dire quelque chose, déclara Ballon. Mais je ne puis comprendre le parler de ces oiseaux-là. Il est très rapide et difficile. Pouvez-vous le déchiffrer, vous, Baggins? Pas très bien, répondit Bilbo, qui en fait n'en comprenait rien du tout. Mais la vie paraît très excitée. Si seulement c'était un corbeau, dit Balin. Je crois que vous ne les aimiez pas. Vous paraissiez vous en méfier la dernière fois que nous étions ici. Ça, c'était des corneilles. De sales créatures à l'air louche et grossières avec ça. Vous avez dû entendre les vilains noms qu'elles nous criaient. Mais les corbeaux sont différents. Il existait autrefois une grande amitié entre eux et les gens de Tror. Ils nous apportaient souvent des nouvelles secrètes et nous les en récompensions en leur donnant des objets brillants qu'ils convoitaient pour les emporter dans leur demeure. Ils vivent de nombreuses années. Ils ont beaucoup de mémoire et transmettent leur sagesse à leurs enfants. Je connaissais un bon nombre de corbeaux des rochers quand j'étais un jeune nain. Cette hauteur même s'appelait autrefois Raven Hill, parce qu'un sage et fameux couple, le vieux Carque et sa femme, vivaient ici au-dessus du corps de garde. Mais je pense qu'il ne reste plus ici personne de cette ancienne race. Petit aparté pour dire que Ravenhill, du coup, est traduit par la butte au corbeau. Donc à peine Balin avait-il fini de parler que la vieille grive poussa un grand cri et s'envola aussitôt. Si nous ne le comprenons pas, ce vieil oiseau nous a compris, j'en suis sûr, dit Balin. Ouvrez l'œil pour voir ce qui va se passer maintenant. Il y eut bientôt un battement d'ailes, et la vieille grive fut de retour. Elle était accompagnée d'un vieil oiseau extrêmement décrépit. La cécité le gagnait. Il pouvait à peine voler, et le dessus de sa tête était tout dégarni. C'était un très grand corbeau, d'âge fort avancé. Il se posa avec raideur sur le sol, devant eux, battit lentement des ailes, et salua Thorin. « Oh, Thorin, fils de Trahin et Balin, fils de Furdin, croissa-t-il.
Et Bilbo pouvait comprendre ce qu'il disait, car il employait le langage ordinaire et non le parler des oiseaux. « Je suis Roac, fils de Carc. Carc est mort, mais il vous était bien connu autrefois. Il y a 153 années que je suis sorti de l'œuf, mais je n'oublie pas ce que mon père m'a dit. À présent, je suis le chef des grands corbeaux de la montagne. Nous sommes peu nombreux, mais nous nous souvenons encore du roi qui régnait jadis. La plupart de mon peuple est au loin, car il y a de grandes nouvelles dans le sud. Certaines sont des nouvelles joyeuses pour vous, et il en est d'autres que vous trouverez moins bonnes. Voyez, les oiseaux reviennent en masse vers la montagne et vers Dale du sud, de l'est et de l'ouest, car la nouvelle s'est répandue que Smaug est mort. Mort s'écrièrent les nains. Mort s'écrièrent-ils. Mort. Mais alors, notre peur était vaine, et le trésor est à nous. Ils se redressèrent et se mirent à gambader de joie. Oui, mort, dit Roac. La grive, puisse ses plumes ne jamais tomber, l'a vu mourir, et l'on peut se fier à sa parole. Elle l'a vu tomber au cours d'un combat avec les hommes d'Esgaroth, il y a 3 nuits, au lever de la lune. Il leur fallut quelque temps pour que Thorin pût amener les nains au silence afin d'entendre les nouvelles du corbeau. Enfin, après avoir achevé tout le récit de la bataille, celui-ci poursuivit. Voilà pour la joie, Thorin Oakenshield. Vous pouvez regagner vos salles en sécurité. Tout le trésor est à vous, pour le moment. Mais d'autres que les oiseaux aussi, vont venir en masse par ici. La nouvelle de la mort du gardien s'est déjà répandue de tous côtés, et la légende de la richesse de Tror n'a pas perdu aux récits qui se sont transmis durant tant d'années. Bien des gens sont avides de s'assurer une part du gâteau. Déjà, une troupe d'elfes est en route, et des oiseaux de proie les suivent, dans l'espoir de combats et de carnage. Sur les rives du lac, les hommes murmurent que leurs malheurs sont dus aux nains, car ils sont sans toit. Un grand nombre a péri, et Smaug a détruit la ville. Eux aussi pensent trouver une compensation dans votre trésor, que vous soyez vivants ou morts. C'est votre propre sagesse qui doit dicter votre conduite. Mais 13 est bien peu, comme reste du grand peuple de Durin qui vivait jadis ici, et qui est maintenant dispersé au loin. Si vous voulez suivre mes conseils, vous ne vous fierez pas au maître des hommes du lac, mais plutôt à celui qui a abattu le dragon avec son arc. Celui-là est barde, de la lignée de Girion. C'est en les ménageant, surtout du crâne. Mince. J'avais pas vu que j'ai sauté une page. J'ai attrapé 2 pages au lieu d'une. C'est un homme sombre mais loyal. Nous verrions de nouveau régner la paix entre les nains, les hommes et les elfes, après la longue désolation. Mais cela peut vous coûter très cher en or. J'ai dit. Thorin s'écria alors, tout en colère. Tous nos remerciements, Roac, fils de Carc. Vous et les vôtres ne serez pas oubliés. Mais les voleurs ne prendront pas. Les violents n'emporteront pas une once de notre or tant que nous serons vivants. Si vous désirez gagner encore davantage notre reconnaissance, apportez-nous des nouvelles de quiconque approche. Je vous demanderai aussi, s'il en est encore parmi vous qui soit jeune et vigoureux de l'aile, d'envoyer des messagers à nos frères des montagnes du Nord, tant à l'ouest qu'à l'est d'ici, et de leur faire connaître notre situation. Mais allez surtout chez mon cousin Dain, dans les monts de fer, car il a de nombreux nains armés, et c'est lui qui est le plus près d'ici. Priez-le de se hâter. Je ne saurais dire si ce dessein est bon ou mauvais, croissa Roac, mais je ferai ce qui est possible. Puis il s'envola lentement. Retournons vite à la montagne, s'écria Thorin. Il y a peu de temps à perdre. Et peu de nourriture à manger, ajouta Bilbo, toujours pratique en pareille matière.
De toute façon, il avait l'impression que l'aventure à proprement parler était terminée avec la mort du dragon, en quoi il se trompait grandement. Et il aurait donné la plus grande part de ses profits pour la liquidation pacifique de ses affaires. À la montagne! Crièrent les nains comme s'ils ne l'avaient pas entendu. Force lui fut donc de retourner à la montagne avec eux. Connaissant déjà certains des événements, vous comprendrez que les nains avaient encore quelques jours devant eux. Ils explorèrent une fois de plus toutes les cavernes et ils constatèrent, comme ils s'y attendaient, que seule restait ouverte la grande porte. Toutes les autres issues, à l'exception naturellement de la petite porte secrète, avaient été depuis longtemps détruites ou obstruées par Smaug, et il n'en restait plus aucune trace. Ils s'attelèrent donc vigoureusement à fortifier l'entrée principale et à tracer une nouvelle allée à partir de là. Ils disposaient d'une grande quantité d'outils qu'avaient utilisés les mineurs, les carriers et les constructeurs de jadis, et les nains avaient conservé une grande compétence en ce genre de travaux. Tandis qu'ils travaillaient, les corbeaux leur apportaient constamment des nouvelles. Ils apprirent ainsi que le roi des elfes s'était détourné vers le lac, et qu'ils avaient donc un peu de répit. Mieux encore, 3 de leurs poneys avaient réchappé et vagabondaient en liberté assez loin en aval, sur les rives de la rivière courante, près de l'endroit où ils avaient laissé le reste de leurs provisions. Aussi, tandis que les autres poursuivaient leurs travaux, Fili et Kili furent-ils dépêchés, sous la conduite d'un corbeau, afin de retrouver les poneys et de rapporter tout ce qu'ils pourraient. Ils restèrent absents 4 jours, et entre-temps, les nains avaient appris que les armées conjointes des hommes du lac et des elfes se dirigeaient en hâte vers la montagne. Mais, à présent, leurs espoirs s'étaient raffermis, car ils avaient des vivres pour plusieurs semaines, en les ménageant. Surtout du crâne, évidemment, et ils en étaient fatigués. Mais le crâne vaut tout de même infiniment mieux que rien. Et déjà, la porte était bloquée par un mur fait de pierres carrées, posé à sec, mais très épais et haut, en travers de l'ouverture. Ils avaient ménagé dans ce mur des trous pour voir, ou tirer. Mais il n'y avait pas de passage. Ils entraient ou sortaient au moyen d'échelles, et ils hissaient les marchandises à l'aide de cordes. Pour laisser sortir la rivière, ils avaient confectionné une petite arche basse sous le nouveau mur. Mais près de l'entrée, ils avaient modifié le lit étroit de telle sorte qu'une large mare s'étendait du mur de la montagne à la chute, par laquelle la rivière s'écoulait vers Dale. On ne pouvait plus maintenant approcher de la porte, sans nager, que le long d'une étroite corniche de l'escarpement, à droite du mur en regardant vers l'extérieur. Ils n'avaient amené les poneys qu'au pied de l'escalier qui partait du vieux pont, et après les avoir déchargés là, ils les avaient renvoyés sans cavalier vers le sud, leur disant de retourner auprès de leur maître. Un beau soir, ils virent soudain un grand nombre de lumières, comme de feux et de torches, vers le sud, à Dale en face d'eux. « Ils sont arrivés !» cria Balin. « Et leur camp est très grand. Ils ont dû arriver dans la vallée des 2 côtés de la rivière, sous le couvert du crépuscule. » Les nains dormirent peu cette nuit-là. Le matin était encore pâle quand ils virent une troupe approcher. De derrière leurs murs, ils les regardèrent monter vers l'entrée de la vallée, puis commencèrent à grimper lentement. Bientôt, ils purent voir que la troupe se composait en même temps d'hommes du lac armés en guerre et d'archers elfes. Enfin, ceux de tête escaladèrent les rochers éboulés et parurent en haut des chutes. Et grande fut leur surprise en trouvant devant eux l'étendue d'eau et la porte obstruée par un mur de pierre nouvellement taillé. Comme ils se tenaient là, à discuter, en montrant l'endroit du droit, Thorin les héla. « Qui êtes-vous » cria-t-il d'une voix forte. « Vous qui venez armés en guerre aux portes de Thorin, fils de Trahin, roi sous la montagne, et que désirez-vous » Mais ils ne répondirent rien. Certains retournèrent vivement en arrière, et les autres, après avoir contemplé un moment la porte et ses défenses, ne tardèrent pas à les suivre. Ce jour-là, le camp fut transféré à l'est de la rivière, juste en bas de la montagne, dans ses bras. Les rochers retentirent alors de l'écho de voix et de chants, comme ils ne l'avaient plus fait depuis bien longtemps.
Il eut aussi le son de la harpe des elfes et d'une douce musique. Et comme ils montaient vers les nains, il leur sembla que le froid de l'air se réchauffait, et ils sentirent faiblement le parfum des fleurs sylvestres à la floraison du printemps. Alors, Bilbo brûla de s'échapper de la sombre forteresse et de descendre se mêler à la joie et au festoiement autour des feux. Certains des plus jeunes nains aussi furent émus dans leur cœur, et ils murmurèrent qu'ils auraient bien voulu que les choses fussent autrement pour pouvoir accueillir pareils gens en amis. Mais Thorin fronça les sourcils. Alors, les nains eux aussi apportèrent des harpes et des instruments repris dans l'amas du trésor, et firent la musique pour adoucir son humeur. Mais leur chant n'était pas comme celui des elfes, et il ressemblait beaucoup à celui qu'ils avaient fait entendre longtemps auparavant dans le petit trou de Hobbit de Bilbo. Sous la montagne sombre et haute, le roi est venu dans son château. Son ennemi est mort, le ver de la terreur. Et toujours ainsi tomberont ses ennemis. L'épée est aiguë, la lance est longue. La flèche rapide, la porte est solide. Le cœur est vaillant qui surveille l'or. Les nains n'endureront plus de tort. Les nains de jadis firent de puissants charmes. Quand les marteaux tombaient comme des cloches sonnantes, dans les lieux profonds où dorment des choses noires, dans les salles creuses sous les montagnes rocheuses. Sur des colliers d'argent ils enfilèrent la lumière des étoiles, sur des couronnes ils suspendirent le feu de dragon, de fil de fer retors, ils firent sortir la mélodie de harpe. Le trône de la montagne une fois encore est libéré. Ô nôtres errants, écoutez l'appel. Venez en hâte, à travers la terre désolée. Le roi des amis et de ceux de votre race a besoin de vous. Maintenant, nous crions par-dessus les montagnes froides. Revenez aux cavernes anciennes. Ici, aux portes, le roi vous attend. Ses mains sont chargées de joyaux et d'or. Le roi est revenu dans son château. Sous la montagne sombre et haute, le ver de la terreur est abattu et mort, et toujours ainsi tomberont nos ennemis. Ce chant sembla plaire à Thorin. Il reprit son sourire et devint joyeux. Il commença alors à supputer la distance jusqu'au mont de fer et le temps qu'il faudrait à Dain pour atteindre la montagne solitaire, s'il s'était mis en marche des réceptions du message. Mais Bilbo perdit son courage en entendant le chant comme les paroles. Ils avaient un son beaucoup trop guerrier pour son goût. De bonne heure, le lendemain matin, on vit une compagnie de lanciers traverser la rivière et remonter la vallée. Ces hommes portaient avec eux le grand étendard du roi des elfes et la bannière bleue du lac. Et ils avancèrent jusqu'au moment où ils se trouvèrent juste devant leur porte. De bonne heure, le lendemain matin, on vit une compagnie de lanciers traverser la rivière et remonter la vallée. Ces hommes portaient avec eux le grand étendard du roi des elfes et la bannière bleue du lac. Et ils avancèrent jusqu'au moment où ils se trouvèrent juste devant le mur de la porte. De nouveau, Thorin leur cria d'une voix forte. « Qui êtes-vous, vous qui venez armés en guerre aux portes de Thorin, fils de Train, roi sous la montagne ?» Cette fois, on lui répondit. Un homme de haute taille, aux cheveux noirs et au visage sévère, s'avança et cria « Salut, Thorin! Pourquoi vous retranchez-vous comme un voleur dans son repère ? Nous ne sommes pas encore des ennemis, et nous sommes heureux que vous soyez vivants contre toute prévision. Nous sommes venus sans penser trouver ici personne de vivant, mais puisque nous nous sommes rencontrés, il y a matière à pourparler et à tenir conseil. Qui êtes-vous, et à quel sujet voudriez-vous de pourparler ? Je suis barde. C'est par ma main que le dragon est mort et que votre trésor a été libéré. N'est-ce pas là une question qui vous intéresse ? De plus, je suis par droit de lignée l'héritier de Girion de Dale, et votre trésor contient beaucoup de richesses que Smaug avait pillées dans ses châteaux et ses villes. N'est-ce pas là une question dont nous pouvons discuter ?
En outre, dans son dernier combat, Smaug a détruit les habitations des hommes d'Esgaroth, et je suis au service de leur maître. Je voudrais vous demander en son nom si vous n'avez pas aucune pensée pour la douleur et la misère de son peuple. Il vous avait aidé dans votre détresse, et en récompense vous ne leur avez apporté jusqu'ici que ruine, bien que probablement sans le vouloir. C'étaient là des paroles équitables et vraies, encore que prononcées sur un ton fier et menaçant. Et Bilbo pensa que Thorin admettrait immédiatement ce qu'il y avait de juste en elle. Il ne s'attendait pas, bien sûr, que quiconque se rappelât que c'était lui qui avait découvert tout seul le point faible du dragon. Et c'était aussi bien ainsi, car personne ne s'en souvint jamais. Mais aussi, il ne comptait pas avec le pouvoir qu'alors longtemps couvé par un dragon, et ni avec des cœurs de nains. Au cours des derniers jours, Thorin avait passé de longues heures dans son trésor, et la soif de ses richesses était fortement ancrée en lui. Bien qu'il eût principalement recherché l'Arkenstone, il n'avait pas perdu de vue bien d'autres choses merveilleuses qui reposaient là et autour desquelles tournaient maints souvenirs des labeurs et des peines de sa race. Vous avez réservé la dernière et principale place à votre plus mauvaise cause, répliqua Thorin. Nul ne saurait revendiquer le trésor de mon peuple, du fait que Smaug, qui nous a volé ce trésor, l'aurait privé de la vie ou de son toit. Le trésor n'était pas à lui, et ses méfaits n'ont pas à être compensés par une part de ce trésor. Le prix des marchandises et de l'assistance que nous avons reçus des hommes du lac, nous le paierons en toute justice, et le moment venu. Mais nous ne donnerons rien, pas même la valeur d'une miche de pain sous la menace de la force. Tant qu'une troupe en armes se tiendra à nos portes, nous vous considérerons comme des ennemis et des voleurs. Je tiens d'ailleurs à vous demander de quelle part de l'héritage vous auriez versé à notre famille si vous aviez trouvé le trésor non gardé et nous massacré. Alors ce dernier paragraphe, je crois que je vais le refaire parce que moi je ne l'ai pas compris. Ah, parce qu'il y a une faute de frappe ou une faute d'orthographe. Il y a une faute d'accord. Ok, donc je vous le refais. Je tiens d'ailleurs à vous demander quelle part de l'héritage vous auriez versé à notre famille si vous aviez trouvé le trésor non gardé et nous massacré. La question est juste, répondit Bard. Mais vous n'êtes pas morts, et nous ne sommes pas des voleurs. De plus, les riches peuvent avoir pitié indépendamment du droit envers les nécessiteux qui se sont montrés leurs amis quand ils étaient dans le besoin. Et d'ailleurs, mes autres réclamations restent toujours sans réponse. Je ne veux pas discuter, je l'ai dit, avec des gens armés à ma porte. Ni non plus avec le peuple du roi des elfes, dont je me souviens sans aucune bienveillance. Ils n'ont aucune place dans ce débat. Partez maintenant avant que nos flèches ne volent. Et si vous voulez me parler de nouveau, commencez par renvoyer la troupe des elfes à la forêt qui est la leur. Puis revenez en déposant les armes avant d'approcher du seuil. Le roi des elfes est mon ami, et il a secouru les gens du lac dans le besoin, bien qu'ils n'y eussent aucun titre que l'amitié. Ah, c'est dur ce soir, je suis désolée. Le roi des elfes est mon ami, et il a secouru les gens du lac dans le besoin, bien qu'ils n'y eussent aucun autre titre que l'amitié, répondit Bard. Nous vous donnerons le temps de vous repentir de vos paroles. Faites appel à votre sagesse avant notre retour. Après quoi, il s'en fut et regagna le camp. Quelques heures plus tard, les porte-étendards revinrent. Les trompettes s'avancèrent et firent entendre une sonnerie. Au nom d'Esgaroth et de la forêt, cria l'un d'eux, nous nous adressons à Thorin, fils de Train, Oakenshield, se disant roi sous la montagne, et nous l'invitons à considérer d'un bon œil les revendications qui lui ont été présentées, faute de quoi il sera déclaré notre ennemi. Il remettra au moins la 12e partie du trésor à Bard en tant que tueur du dragon et héritier de Girion. Sur cette part, Bard contribuera lui-même à aider Esgaroth,
Mais si Thorin désire l'amitié et le respect des territoires environnants, comme l'avaient ses ancêtres, il donnera aussi un peu de ses biens personnels pour le réconfort des hommes du lac. » Alors Thorin saisit un arc de corne et décocha une flèche à l'orateur. Elle se ficha dans son bouclier, où elle resta à vibrer. « Puisque telle est votre réponse, cria le héros en retour, je déclare la montagne assiégée. Vous n'en partirez plus que vous n'ayez demandé de votre côté une trêve et des pourparlers. Nous ne porterons pas les armes contre vous, mais nous vous laissons à votre ordre. Vous pouvez toujours manger cela, si vous voulez. » Là-dessus, les messagers s'enfuirent rapidement, laissant les nains réfléchir à leur affaire. Thorin était devenu si inexorable que, même s'il en avait eu envie, les autres n'auraient pas osé trouver faute en sa conduite. Mais, en vérité, la plupart d'entre eux semblaient partager sa façon de voir, à l'exception peut-être du vieux et gros Bombur, de Fili et de Kili. Bilbo, lui, déprouvait évidemment le tour pris par les affaires. Il en avait maintenant plus qu'assez de la montagne, et être assiégé à l'intérieur n'était aucunement à son goût. « Tout cet endroit pue le dragon, » grogna-t-il en lui-même. « J'en ai la nausée, et le crâne commence à me rester dans la gorge. » Nous passons maintenant au chapitre 16, Un voleur dans la nuit. Les jours s'écoulaient à présent, longs et fastidieux. Bon nombre des nains passent leur temps à ordonner et mettre en tas le trésor. C'est alors que Thorin parla de l'Arkenstone de Thra, les pressant de la rechercher dans le moindre recoin. « Car l'Arkenstone de mon père, dit-il, vaut plus par elle-même que toute une rivière d'or. Et pour moi, elle est sans prix. Dans tout le trésor, cette pierre-là, je me la réserve, et je me vengerai de quiconque, l'ayant trouvée, la dissimulerait. » À ces mots, Bilbo prit peur, se demandant ce qui se passerait si on découvrait la pierre, enveloppée dans un vieux baluchon dépenaillé. Il n'en parla tout de même pas, car, à mesure que l'ennui des journées se faisait plus pesant, un plan avait commencé à germer dans sa petite tête. Les choses se traînaient ainsi depuis quelque temps, quand les corbeaux apportèrent la nouvelle que Dahin et plus de 500 nains venus à marche forcée des monts de fer se trouvaient à 2 jours de Dale en direction du nord-est. « Mais ils ne peuvent atteindre la montagne sans être observés, » dit Rohan, « et je crains qu'il n'y ait bataille dans la vallée. Je ne trouve pas cette décision bonne. Si acharné qu'il soit, il est peu probable qu'il puisse avoir raison de l'armée qui vous assiège. Et même s'ils y parvenaient, qui gagneriez-vous? L'hiver et la neige arrivent sur leurs talons. Comment vous nourririez-vous sans l'amitié et la bonne volonté des régions alentours? Le trésor signifiera vraisemblablement votre mort, bien que le dragon ne soit plus. » Mais Thorin ne se laissa pas ébranler. « L'hiver et la neige mordront en même temps les hommes et les elfes, dit-il. Et ils trouveront peut-être leur séjour dans le désert dur à supporter. Avec mes amis sur leurs arrières et l'hiver sur eux, peut-être seront-ils d'une disposition plus accommodante pour parlementer. » Ce soir-là, Bilbo prit sa décision. Le ciel sans lune était noir. Aussitôt la pleine nuit tombée, il alla à un coin d'une arrière-salle, juste derrière la porte, où il tira de son baluchon une corde, et aussi l'Arkenstone, enveloppé dans un chiffon. Puis, il grimpa jusqu'au haut du mur. Il n'y avait là que Bombur, car c'était son tour de garde, et les nains ne postaient qu'une sentinelle à la fois. « Il fait bigrement froid, » dit Bombur. « Je voudrais bien avoir un feu ici, comme ils en ont là en bas dans le camp. »« Il fait assez chaud à l'intérieur, » dit Bilbo. « Sans doute, mais je suis obligé de rester ici jusqu'à minuit, » grommela le gros nain. « C'est une triste affaire de bout en bout. Non pas que je me permette de critiquer Thorin, que sa barbe pousse pour toujours plus longue.
Mais ça a toujours été un nain à la nuque roide. Oh, pas aussi roide que mes jambes, dit Bilbo. J'en ai assez, moi, des escaliers et des passages de pierre. Je donnerais n'importe quoi pour avoir la sensation de l'herbe sous mes pieds. Moi, je donnerais beaucoup pour la sensation d'une boisson forte dans mon gosier et pour un lit bien doux après un bon souper. Je ne peux pas vous les procurer tant que le siège durera, mais il y a longtemps que je n'ai pas pris la garde et je peux vous remplacer si vous le voulez. Je n'ai pas envie de dormir ce soir. Vous êtes brave, monsieur Baggins, et j'accepte volontiers votre offre. S'il y avait quelque chose, réveillez-moi sans faute en premier. Je serai couché dans l'arrière-chambre à gauche, tout à côté. Allez, dit Bilbo, je vous réveillerai à minuit, et vous pourrez réveiller à votre tour le veilleur suivant. Aussitôt Bombure parti, Bilbo mit son anneau, assujettit sa corde, se laissa glisser de l'autre côté du mur, et s'en fut. Il avait environ 5 heures devant lui. Bombure dormirait. Il pouvait dormir à tout moment, et depuis l'aventure de la forêt, il s'efforçait toujours de rattraper les rêves merveilleux qu'il avait faits alors. Et tous les autres étaient occupés auprès de Thorin. Il était peu probable qu'aucun d'eux, même Fili et Kili, sortît pour venir au mur avant son tour de garde. Il faisait très noir, et quand, après un moment, il quitta le sentier nouvellement tracé pour descendre vers le lit de la rivière, le chemin lui était inconnu. Il finit par arriver à la courbe, où il devait traverser l'eau pour atteindre le camp, comme il le désirait. Le lit de la rivière était là, peu profond, mais déjà large, et le passage à gué dans l'obscurité n'était pas tâche aisée pour le petit hobbit. Il était presque arrivé de l'autre côté, quand, manquant son saut sur une grosse pierre ronde, il tomba dans l'eau froide en faisant un gros floc. À peine avait-il péniblement grimpé sur l'autre bord, frissonnant et dégoûtant, qu'arrivèrent dans le noir des elfes portant des lanternes, qui recherchaient la cause du bruit. « Ce n'était pas un poisson, dit l'un. Il y a un espion par là. Cachez vos lumières. Elles lui serviront plus qu'à nous, si c'est cette curieuse petite créature que l'on dit être leur serviteur. Leur serviteur, en vérité, fit Bilbo dans un reniflement. Mais ce reniflement fut coupé par un bruyant éternuement, et les elfes s'assemblèrent aussitôt autour de ce bruit. Donnez de la lumière, dit-il. Je suis ici, si vous me voulez. Il retira son anneau et sortit de derrière un rocher. Ils se saisirent vivement de lui, malgré leur surprise. Qui êtes-vous? Êtes-vous le hobbit des nains? Que faites-vous? Comment êtes-vous parvenu si loin en arrière de nos sentinelles? Demandèrent-ils l'un après l'autre. Je suis monsieur Bilbo Baggins, compagnon de Thorin, si vous tenez à le savoir, répondit-il. Je connais bien de vue votre roi, bien qu'il ne me reconnaisse pas en me regardant. Mais Bard se souviendra de moi, et c'est à Bard que je désire actuellement parler. Vraiment, répliquèrent-ils. Et qu'est-ce que vous avez à faire? Ça me regarde, mes bons elfes. Mais si vous désirez jamais retourner de cet endroit triste et froid dans vos propres forêts, reprit-il en frissonnant, vous me mènerez vite devant un feu où je pourrai sécher. Après quoi, vous me laisserez parler à vos chefs aussi rapidement que possible. Je n'ai qu'1 ou 2 heures devant moi. C'est ainsi que, quelques 2 heures après sa fuite de la porte, Bilbo se trouva auprès d'un bon feu qui brûlait devant une grande tente. Était également assis là le roi des elfes et Bard, qui le contemplait avec curiosité. Un hobbit en armure d'elfe, à demi emmitouflé dans une vieille couverture, c'était pour eux un spectacle nouveau. Les choses sont vraiment impossibles, voyez-vous, disait Bilbo de son ton le plus sérieux. Personnellement, j'en ai assez de toute cette aventure. Je voudrais être de retour dans ma propre maison de l'Ouest, où les gens sont plus raisonnables. Mais j'ai des intérêts dans cette affaire. Un 14e du butin, pour être précis. Comme il est spécifié dans une lettre que je crois avoir heureusement conservée. Il tira d'une poche de sa vieille veste, qu'il portait toujours par-dessus sa cotte de maille, la lettre, très chiffonnée et pliée tout petit, que Thorin avait glissée sous la pendule de sa cheminée au mois de mai. Une part des bénéfices, notez-le bien. J'en ai parfaitement conscience.
Personnellement, je suis tout disposé à considérer avec soin toutes vos demandes et à déduire du total ce qui est juste avant de présenter ma propre revendication. Mais vous ne connaissez pas Thorin Oakenshield, aussi bien que je le connais maintenant. Je vous assure qu'il est tout prêt à crever de faim, assis sur un tas d'or, tant que vous resterez ici. Eh bien, libre à lui, dit Bard. Un tel fou mérite bien de crever de faim. Parfaitement, dit Bilbo. Je comprends votre point de vue. Mais d'autre part, l'hiver approche rapidement. Avant peu, vous aurez de la neige et que sais-je encore. Et l'approvisionnement sera difficile. Même pour des elfes, j'imagine. Et il y aura d'autres difficultés. Vous n'avez pas entendu parler de Dain et des nains des monts de fer? Si, il y a longtemps. Mais qu'ont-ils à voir avec nous? Demanda le roi. C'est bien ce que je pensais. Je vois que je possède des renseignements que vous n'avez pas. Dain, je puis vous le dire, est maintenant à moins de 2 jours de marche, et il a avec lui au moins 500 nains armés, parmi lesquels un bon nombre ont l'expérience des horribles guerres entre nains et gobelins, dont vous avez sans doute entendu parler. Quand ils arriveront, ils pourront vous causer de sérieux ennuis. Pourquoi nous dites-vous cela? Êtes-vous en train de trahir vos amis ou de nous menacer? Demanda sévèrement Bard. Mon cher Bard, dit Bilbo, ne soyez pas d'humeur si prompte. Je n'ai jamais rencontré des gens aussi soupçonneux. J'essaie seulement d'éviter des ennuis à tous les intéressés. Or, je vais vous faire une offre. Faites-la nous connaître, dirent-ils. Vous pouvez la voir, répliqua-t-il. La voici. Il sortit l'Arkenstone et en jeta l'enveloppe. Le roi des elfes lui-même, dont les yeux étaient pourtant habitués à se poser sur les objets les plus beaux et les plus merveilleux, se dressa, confondu. Même Bard regarda la pierre, muet d'étonnement. C'était comme si un globe, rempli de clair de lune, était suspendu devant eux dans un filet tissé du reflet d'étoiles givrées. Vous voyez là l'Arkenstone de Train, le cœur de la montagne, dit Bilbo. Et c'est aussi le cœur de Thorin. Il en fait plus de cas qu'une rivière d'or. Je vous la donne. Elle vous aidera dans votre négociation. Alors, Bilbo, non sans un frisson et un regard de regret, tendit la merveilleuse pierre à Bard, lequel la tint dans sa main comme ébloui. Mais comment est-elle à vous que vous puissiez la donner? Demanda-t-il enfin avec effort. Ah, bah, reprit le hobbit un peu gêné. Elle n'est pas exactement à moi. Mais enfin, je suis disposé à la mettre en balance avec tous mes droits, vous comprenez? Je suis peut-être un cambrioleur, ou c'est ce qu'ils disent. Personnellement, je ne m'en suis jamais senti l'âme. Mais je suis un cambrioleur honnête, je l'espère, plus ou moins. En tout cas, je m'en retourne maintenant, et les nains pourront me faire ce qu'ils voudront. J'espère qu'elle vous sera utile. Le roi des elfes regarda Bilbo avec un nouvel étonnement. Bilbo Baggins, dit-il, vous êtes plus digne de porter l'armure des princes elfes que bon nombre d'autres qui semblent plus avenants. Je me demande si Thorin Oakenshield considérera les choses de même façon. Je connais mieux que vous peut-être les nains en général. Je vous conseille de rester avec nous. Ici, vous serez honoré et 3 fois bienvenu. Je vous en remercie beaucoup, assurément, répondit Bilbo, s'inclinant. Mais je ne crois pas devoir abandonner ainsi mes amis, après tout ce par quoi nous avons passé ensemble. Et puis, j'ai promis de réveiller le vieux Bombur à minuit. Il faut vraiment que je m'en aille, et vite. Aucun argument ne put le retenir. Une escorte lui fut donc fournie, et, à son départ, le roi et Bard le saluèrent avec honneur. Comme il traversait le camp, un vieillard, enveloppé dans une cape sombre, qui était assis à l'entrée d'une tente, se leva et s'avança vers eux. « Bravo, monsieur Baggins, dit-il en donnant une tape dans le dos de Bilbo. Il y a toujours davantage en vous que les gens ne s'y attendent. » C'était Gandalf. Pour la première fois depuis bien des jours, Bilbo fut vraiment ravi. Mais il n'avait pas le temps de poser toutes les questions qui lui montaient à la bouche. « Chaque chose en son temps, dit Gandalf. Les événements tirent à leur fin, à présent, si je ne me trompe. Vous allez avoir un mauvais moment à passer, mais gardez courage. Il se peut que vous vous en tiriez bien.
Il y a des nouvelles en gestation que les corbeaux eux-mêmes ne connaissent pas encore. Bonsoir. » Intrigué, mais non réconforté, Bilbo poussa en avant. On le mena à gué sûr, qu'on lui fit passer à pied sec, après quoi il dit adieu aux elfes et monta avec précaution vers la porte. Il commençait à être pris d'une grande fatigue, mais il était bien avant minuit quand il grimpa à la corde, qui se trouvait toujours où il l'avait laissée. Après l'avoir détachée et cachée, il s'assit sur le mur et se demanda anxieusement ce qui allait se passer après cela. À minuit, il réveilla Bombure. Puis, à son tour, il s'enroula dans un coin sans écouter les remerciements du vieux nain, qu'il sentait bien peu mérités. Il tomba bientôt dans un profond sommeil et oublia tous ses ennuis jusqu'au matin. En fait, il rêvait de Hollard. Vous savez quoi? Il est que 21h52. On va aussi se faire le chapitre 18. Si je retrouve ma souris. Ah non, 17, pardon. Et bienvenue Bakura. Donc chapitre 17. Les nuées éclatent. Le lendemain, les trompettes retentirent de bonne heure dans le camp. Bientôt, on vit un coureur seul gravir vivement le sentier étroit. À quelque distance, il s'arrêta et héla les nains, demandant si Thorin était disposé à écouter une nouvelle ambassade, les choses étant modifiées par de nouveaux éléments. « Ce doit être d'un, dit-il là-dessus Thorin. Ils auront eu vent de son approche. Je pensais bien que cela modifierait leur disposition d'esprit. Dites-leur de se présenter en petit nombre et sans armes, et je les écouterai, cria-t-il au messager. Vers midi, on vit paraître de nouveau les étendards de la forêt et du lac. Un détachement de 20 hommes approchait. À l'entrée du sentier étroit, ils déposèrent épées et lances, après quoi ils avancèrent jusqu'à la porte. Les nains virent avec surprise que parmi eux se trouvaient Bard et le roi des elfes, devant lesquels un vieillard enveloppé dans une cape et un capuchon portait une forte cassette de bois cerclée de fer. « Salut, Thorin, dit Bard. Êtes-vous toujours dans les mêmes dispositions ? Je ne change d'avis avec le lever et le coucher de quelque soleil, répliqua Thorin. Seriez-vous venu à seule fin de me poser des questions oiseuses ? L'armée des elfes n'est pas encore partie comme je l'ai prescrit. Jusqu'à ce qu'elle s'exécute, c'est en vain que vous voudrez discuter avec moi. N'y a-t-il donc rien pourquoi vous céderiez un peu de votre or ? Rien que vous ou vos amis ayez à offrir. Et l'Arkenstone de Train ? Dit-il. À ce moment, le vieillard ouvrit la cassette et tint haut le joyau. La lumière jaillit de sa main, blanche et brillante dans le matin. L'étonnement et la confusion frappèrent Thorin de mutisme. Personne ne parla durant un long moment. Enfin, Thorin rompit le silence, et sa voix était lourde de colère. « Cette pierre appartenait à mon père, et elle est à moi, dit-il. Pourquoi achèterais-je ce qui est mon bien ? » Toutefois, la curiosité le poussa à ajouter. « Mais comment êtes-vous entré en possession de l'héritage de ma maison ? S'il est utile de poser pareille question à des voleurs. » Nous ne sommes pas des voleurs, répondit Bard. Votre bien, nous vous le rendrons en échange de notre bien. Comment l'avez-vous acquise ? Hurla Thorin avec une rage croissante. C'est moi qui la leur ai donnée, dit Bilbo qui passait la tête par-dessus le mur et qui avait à présent une peur affreuse. Vous cria Thorin en se retournant contre lui et le saisissant des deux mains. Misérable hobbit, espèce de bout de... Compagnonneur ! Hurla-t-il à court de mots.
et il secouait le pauvre Bilbo comme un lapin. Par la barbe de Durin, je voudrais bien que Gandalf fût ici. La peste soit de lui pour vous avoir choisi. Que sa barbe se flétrisse. Quant à vous, je vais vous précipiter sur les rochers, cria-t-il, et il souleva Bilbo à bout de bras. Arrêtez. Votre souhait est exaucé, dit une voix. Le vieillard à la cassette rejeta son manteau et son capuchon. Voici Gandalf, et juste à temps, à ce qu'il me semble. Vous avez beau ne pas apprécier mon cambrioleur, ne l'endommagez pas, je vous en prie. Reposez-le et commencez par écouter ce qu'il a à dire. Il paraît que vous êtes tous de connivence, dit Thorin, laissant tomber Bilbo sur le haut du mur. Jamais plus je n'aurai de rapport avec un magicien ou ses amis. Qu'avez-vous à dire, descendant de rats? Mon Dieu, dit Bilbo. Tout ceci est assurément très désagréable. Peut-être vous rappellerez-vous m'avoir précisé que je pourrais choisir la part d'un 14e qui me revient? J'ai pu prendre cela trop au pied de la lettre. J'ai entendu dire que les nains sont parfois plus polis dans leurs formules que dans leurs actes. Il y a tout de même eu un moment où vous sembliez penser que je vous avais rendu service. Descendant de rat, vraiment. Est-ce là tout ce que vous et votre famille m'avez promis en fait de service, Thorin? Considérez que j'ai disposé de ma part comme je l'entendais et qu'on soit quitte. Oui, dit sombrement Thorin. Je vous laisserai partir quitte. Et puissions-nous ne plus jamais nous rencontrer. Puis il se retourna et parla par-dessus le mur. Je suis trahi, dit-il. On avait bien deviné que je ne pourrais m'abstenir de racheter l'Arkenstone, trésor de ma maison. Pour cela, je donnerai la 14e partie de l'amas d'or et d'argent, abstraction faite des joyaux. Mais cela comptera pour la part promise à ce traître. Il partira avec cette rémunération. Et vous pourrez la diviser comme vous l'entendrez. Il n'en aura pas grand-chose, je n'ai aucun doute là-dessus. Prenez-le si vous désirez qu'il vive, et aucune parcelle de mon amitié ne l'accompagnera. Descendez maintenant auprès de vos amis, dit-il à Bilbo. Ou bien je vous jette en bas. Et l'or et l'argent? Demanda Bilbo. Cela suivra, selon qu'on pourra l'arranger, dit-il. Oust. Jusqu'alors, nous gardons la pierre, cria Bard. Vous ne faites pas bien splendide figure comme roi sous la montagne, dit Gandalf. Mais les choses peuvent encore changer. Assurément, dit Thorin. Et la confusion, apportée par le trésor, était si grande en lui qu'il se demandait déjà si, avec l'aide de Dain, il ne pourrait pas reprendre l'Arkenstone, tout en retenant la part de la récompense. Bilbo fut balancé par-dessus le mur et s'en alla sans rien recevoir pour toute sa peine, hormis l'armure que Thorin lui avait déjà donnée. Plus d'un nain ressentait dans son cœur honte et pitié de son départ. « Adieu !» leur cria-t-il. « Peut-être nous rencontrerons-nous de nouveau en amis. »« Filez !» dit Thorin. « Vous portez une cotte de maille qui fut faite par les miens et qui est trop bonne pour vous. Les flèches ne peuvent la percer, mais si vous ne vous hâtez pas, je piquerai vos misérables pieds. Soyez promptes. »« Pas tant de hâte, dit Bard. Nous vous donnerons jusqu'à demain. Nous reviendrons à midi pour voir si vous avez apporté du trésor la contrepartie de la pierre. Si cela est fait sans tromperie, nous partirons et l'armée des elfes regagnera la forêt. En attendant, adieu. » Là-dessus, ils rentrèrent au camp. Mais Thorin envoya par l'intermédiaire de Roac des messagers pour instruire Dain de ce qui s'était passé et le prier d'arriver en toute hâte, mais non sans circonspection. Ce jour passa, puis la nuit. Le lendemain, le vent tourna à l'ouest, et l'air était sombre et morne. Il était encore trop tôt, quand un cri s'éleva dans le camp. Des coureurs vinrent annoncer qu'une troupe de nains avait débouché de l'éperon est de la montagne et qu'elle se hâtait à présent en direction de Dale. Dain était arrivé. Il avait pressé la marche au cours de la nuit et y était ainsi tombé sur eux plus tôt qu'il ne l'attendaient. Chacun de ces gens était revêtu d'un haubert d'acier, qui lui descendait jusqu'aux genoux, et ses jambes étaient recouvertes de chausses faites de mailles d'un métal fin et flexible, dont le peuple de Dain avait le secret. Les nains sont extrêmement forts pour leur taille.
Or, la plupart de ceux-ci étaient forts, même pour des nains. Au combat, ils maniaient de lourds bigots à 2 mains, mais chacun avait aussi au côté une courte et large épée, et, suspendue dans le dos, un bouclier rond. Leur barbe était divisée en 2 tresses qui glissaient dans leur ceinture. Leur bonnet était de fer, ils étaient chaussés de fer, et ils avaient une expression menaçante. Les trompettes appelèrent les hommes et les elfes aux armes. Bientôt, on vit les nains remonter la vallée à vive allure. Ils firent halte entre la rivière et l'éperon est, mais quelques-uns poursuivirent leur chemin et, traversant la rivière, s'approchèrent du camp. Là, ils déposèrent leurs armes et levèrent les mains en signe de paix. Bard sortit à leur rencontre et Bilbo l'accompagna. « Nous venons de la part de Dain, fils de nain, répondirent-ils aux interrogations. Nous nous hâtons de rejoindre nos parents de la montagne, puisque nous avons appris que le royaume d'autrefois revit. Mais qui êtes-vous, vous qui vous tenez dans la plaine comme des ennemis devant des murs défendus ?» Cela, comme de bien entendu, signifiait simplement dans le langage poli et un peu désuet réservé à de pareilles occasions « Vous n'avez rien à faire ici, nous poursuivons notre route, aussi écartez-vous, ou nous vous combattrons. » Ils entendaient pousser en avant entre la montagne et la boucle de la rivière l'étroite bande de terrain qui était là, ne semblant pas fortement gardée. Bard refusa naturellement de laisser les nains se rendre tout droit à la montagne. Il était déterminé à attendre que l'or et l'argent eussent été livrés en échange de l'Arkenstone, car il ne croyait pas que cela se ferait une fois la forteresse renforcée d'une troupe aussi nombreuse et aussi guerrière. Les nouveaux arrivants avaient apporté avec eux un grand approvisionnement en vivres. Les nains pouvant porter des fardeaux très pesants, et presque tous les gens de Dain, nonobstant leur marche rapide, avaient le dos chargé d'énormes colis en plus de leurs armes. Ils pourraient supporter un siège de plusieurs semaines, permettant l'arrivée d'autres nains et d'autres encore, comme Thorin avait de nombreux parents. Ils seraient également en mesure de rouvrir et de garder quelque autre porte, de sorte que les assiégeants devraient encercler la montagne entière. Et ils n'étaient pas en nombre suffisant pour ce faire. C'était en fait précisément leur plan, car les corbeaux messagers avaient été très actifs entre Thorin et Dain. Mais pour le moment, la route était barrée. Aussi, après quelques paroles violentes, les nains se retirèrent-ils en marmonnant dans leurs barbes. Bard envoya aussitôt des messagers à la porte, mais ils ne trouvèrent ni or ni paiement. Des flèches les accueillirent aussitôt qu'ils arrivèrent à portée, et, consternés, ils s'en revinrent précipitamment. Dans le camp régnait l'agitation préalable au combat, car les nains avançaient le long de la rive est. « Quel fou !» s'écria Bard, riant. « Venir ainsi sous le bras de la montagne ! Ils ne s'attendent pas à la guerre au-dessus de la terre, si habiles soient-ils au combat dans les mines. Il y a de nombreux archers et lanciers à nous, cachés en ce moment dans les rochers sur leur flanc droit. Le poste des nains peut être bien fait, mais ils n'emmèneront pas large dans un moment. Tombons-leur dessus des 2 côtés, avant qu'ils ne soient pleinement reposés. » Mais le roi des elfes dit « Je tarderai longtemps à commencer cette guerre pour l'or. Les nains ne peuvent passer nos lignes sans notre assentiment, ni rien faire que nous ne puissions repérer. Espérons encore que quelque chose apportera la réconciliation. Notre avantage numérique suffira, s'il faut en fin de compte en venir au coup malheureux. » Mais il comptait sans les nains. La pensée que l'Arkenstone se trouvait entre les mains des assiégeants les brûlait au vif. Ils devinaient aussi l'hésitation de Bard et de ses amis, et ils résolurent de frapper pendant que les autres discutaient. Soudain, sans aucun signal, ils s'élancèrent silencieusement à l'attaque. Les arcs vibrèrent et les flèches sifflèrent. La bataille était sur le point de s'engager. Mais encore plus soudainement, l'obscurité se fit avec une terrible rapidité. Un nuage noir couvrait le ciel. Le tonnerre d'hiver, porté par un vent furieux, roula en grondant et se répercuta dans la montagne. Les éclairs illuminèrent son sommet, et sous ce tonnerre, on put voir s'avancer en tournoyant une autre masse noire. Mais elle ne venait pas avec le vent. Elle arrivait du nord sous l'aspect d'une vaste nuée d'oiseaux, si dense
qu'aucune lumière ne passait entre leurs ailes. « Arrêtez !» cria Gandalf, apparaissant soudain, les bras levés, entre les nains qui avançaient et les rangs qui les attendaient. « Arrêtez !» cria-t-il d'une voix de tonnerre, et son bâton flamboya d'un éclat semblable à un éclair. « L'épouvante est sur vous tous. Hélas, elle est venue plus vite que je ne l'avais prévu. Les gobelins sont sur vous. Bolg du Nord arrive, dont vous avez tué le père en Moria, Odin. Voyez, les chauves-souris survolent son armée comme une nuée de sauterelles. Ils montent des loups et des wargs sont dans leur suite. » Petit aparté pour préciser que Bolg, du coup, Bolg du Nord, dont vous avez tué le père en Moria, le père est donc Azog. Pour ceux qui ont la référence. L'étonnement et la confusion les assaillirent. Tandis que Gandalf parlait, l'obscurité s'était encore épaissie. Les nains s'arrêtèrent et observèrent le ciel. Les elfes poussèrent de grands cris. « Allons !» dit Gandalf d'une voix forte. « Il est encore temps de tenir conseil. Que d'un fils de nain vienne vite à nous !» Ainsi commença une bataille que nul n'attendait. Elle fut appelée Bataille des 5 armées. Et elle fut terrible. D'un côté se trouvaient les gobelins et les loups sauvages, et de l'autre les elfes, les hommes et les nains. En voici l'historique. Depuis la chute du grand gobelin des monts brumeux, la haine de cette race envers les nains s'était enflammée jusqu'à la fureur. Les allées et venues de messagers n'avaient cessé entre toutes leurs villes, leurs colonies et leurs places fortes, car ils étaient résolus maintenant à remporter la domination de tout le Nord. Ils avaient rassemblé des renseignements par des moyens secrets, et dans toutes les montagnes, on forgea et on arma. Puis ils se mirent en marche et s'assemblèrent par collines et vallées, passant toujours par des tunnels ou sous le couvert de la nuit, jusqu'à ce qu'autour et sous le mont Grindabad du Nord, où se trouvait leur capitale, fut réunie une vaste armée prête à fondre à l'improviste, telle la foudre sur le sud. Ils apprirent alors la mort de Smaug, et la joie fut dans leur cœur. Ils se pressèrent, nuit après nuit, par les montagnes, et finirent par arriver ainsi tout d'un coup du nord sur les talons de Dain. Les corbeaux eux-mêmes ne connurent leur venue qu'à leur déboucher dans les terres accidentées qui séparent la montagne solitaire des collines suivantes. Ce qu'en connaissait Gandalf, nul ne saurait le dire. Mais il est clair qu'il ne s'attendait pas à ce soudain assaut. Voici le plan qu'il établit en conseil avec le roi des elfes, Bard, et aussi Dain, car le seigneur nain s'était à présent joint à eux. Les gobelins étaient leurs ennemis à tous, et devant leur arrivée, toute autre querelle était oubliée. Leur seul espoir était d'attirer les gobelins dans la vallée située entre les bras de la montagne, et de garnir eux-mêmes les grands éperons qui s'avançaient au sud et à l'est. Mais cela ne serait pas sans danger, si les gobelins étaient en nombre suffisant pour faire des incursions dans la montagne, même, et ainsi les attaquer également de derrière et d'en dessus. Il n'y avait toutefois pas le temps de dresser un autre plan ni de faire appel à aucune aide. Bientôt le tonnerre passa, roulant vers le sud-est, mais la nuée de chauves-souris arriva, volant plus bas, sur le contrefort de la montagne et tournoya au-dessus d'eux, obscurcissant la lumière et les emplissant de terreur. « À la montagne !» cria Bard. « À la montagne ! Prenons nos positions pendant qu'il est encore temps !» Sur les ponts sud, dans ses pentes inférieures et dans les rochers à son pied furent établis les elfes. Sur les ponts est, les hommes et les nains. Mais Bard grimpa avec quelques hommes et elfes choisis parmi les plus lestes en haut du contrefort est, pour avoir vue sur le nord. Bientôt, ils purent voir les terres au pied de la montagne noire d'une multitude en mouvement rapide. Bientôt, l'avant-garde tournoya autour de l'extrémité de l'éperon et se précipita dans Dale. C'étaient les plus vifs des monteurs de loups, et déjà leurs cris et leurs hurlements déchiraient l'air au loin. Quelques braves furent disposés de place en place pour opposer un simulacre de résistance, et un grand nombre tombèrent là avant que le reste ne se repliât et ne s'enfuit de part et d'autre. Conformément aux espoirs de Gandalf, l'armée des gobelins s'était rassemblée derrière l'avant-garde,
y avait rencontré de la résistance, et elle se déversa alors avec fureur dans la vallée, remontant sauvagement entre les bras de la montagne à la recherche de l'ennemi. Leurs étendards, noirs et rouges, étaient innombrables, et ils avançaient en désordre comme une marée furieuse. La bataille fut terrible. Ce fut la plus horrible de toutes les expériences de Bilbo, et celle qu'il détesta le plus sur le moment. Ce qui revient à dire celle dont il fut le plus fier et qu'il aima le plus rappeler longtemps après, bien qu'il n'eût joué qu'un rôle tout à fait effacé. En vérité, je peux dire qu'il mit son anneau dès le début de l'affaire et qu'il fut soustrait à la vue, sinon à tout danger. Un anneau magique de cette sorte ne représente pas une protection totale au milieu d'une charge de gobelins, non plus qu'il n'arrête les flèches volantes et les lances impétueuses, mais il aide certes à s'écarter. Il empêche qu'un soldat gobelin ne choisisse tout spécialement votre tête pour lui assonner un large coup d'épée. Les elfes furent les premiers à charger. Leur haine des gobelins est froide et implacable. Leurs lances et leurs épées brillaient dans l'obscurité avec une lueur de flammes glacées. Tant était mortelle la fureur des mains qui les tenaient. Aussitôt que l'armée ennemie fut dense dans la vallée, ils lui décochèrent une pluie de flèches dont chacune clignotait dans son vol comme d'un feu cuisant. Derrière les flèches, 1 millier de leurs lanciers s'élancèrent à la charge. Les hurlements étaient assourdissants. Les rochers étaient noirs. Au moment où les gobelins se remettaient du massacre et où la charge des elfes était arrêtée, s'éleva de l'autre côté de la vallée une clameur sortie du plus profond de 1000 gorges. Aux cris de « Moria » et de « Da'an, Da'an », les nains des monts de fer plongèrent de l'autre côté dans la bataille, brandissant leurs bigots, et auprès d'eux venaient les hommes du lac avec leurs longues épées. La panique s'empara des gobelins, et au moment où ils se retournaient pour faire face à cette nouvelle attaque, les elfes chargèrent de nouveau en nombre redoublé. Déjà de nombreux gobelins fuyaient vers la rivière pour échapper au piège, et beaucoup de leurs propres loups se retournaient contre eux et déchiraient les morts et les blessés. La victoire semblait à portée, quand un cri retentit sur les hauteurs dominantes. Des gobelins avaient escaladé la montagne de l'autre côté, et déjà nombre d'entre eux étaient sur les pentes au-dessus de la porte, tandis que d'autres coulaient à flot avec la témérité insoucieuse de ceux qui tombaient en hurlant des escarpements pour attaquer les éperons d'en dessous. Chacun de ceux-ci pouvait être atteint par des sentiers qui descendaient du centre de la masse principale de la montagne, et les défenseurs avaient trop peu de monde pour barrer longtemps le chemin. La victoire disparut alors du champ des espoirs. Il n'avait fait que contenir le premier assaut de la marée noire. La journée s'avançait. Les gobelins se rassemblèrent à nouveau dans la vallée. Là, une troupe de wargs vint chercher sa proie et, avec eux, la garde du corps de Bolg, des gobelins d'une taille gigantesque, armés de cimetères d'acier. Bientôt une véritable obscurité envahit un ciel d'orage, tandis que les grandes chauves-souris tournoyaient autour des têtes et des oreilles des elfes et des hommes, ou se fixaient, tels des vampires, sur les blessés. À présent, Bard luttait pour défendre l'éperon est, mais il cédait lentement du terrain, et les seigneurs elfes étaient acculés autour de leur roi sur le bras sud, près du poste de guet de Ravenhill. Il y eut soudain une grande clameur, et de la porte vint une sonnerie de trompette. Ils avaient oublié Thorin. Une partie du mur, poussée par des leviers, s'écroula avec fracas vers l'extérieur, dans l'étang du dos. Le roi sous la montagne s'élança, suivi de ses compagnons. Cap et Capuchon avaient disparu. Ils étaient en brillante armure, et une lueur rouge jaillissait de leurs yeux. Dans l'obscurité, le grand nain rayonnait comme l'or dans un feu mourant. Les gobelins qui se trouvaient au-dessus basculèrent du haut des rochers, mais les nains tinrent ferme, bondirent jusqu'au bas des chutes et s'élancèrent dans la bataille. Les loups et ceux qui les montaient tombèrent et s'enfuirent devant eux. Thorin portait de puissants coups de hache, et rien ne semblait pouvoir l'atteindre. « À moi, elfes et hommes! À moi! Oh, tous les miens !» criait-il, et sa voix retentissait comme un cor dans la vallée.
Sans souci d'ordre, tous les nains de Dain se ruèrent à son aide. Descendirent aussi les hommes du lac, en grand nombre, car Bard ne put les retenir. Et de l'autre côté surgirent maintes lances des elfes. Une fois de plus, les gobelins furent massacrés dans la vallée, et ils s'entassèrent au point que Dale fut noir du hideux amas de leur corps. Les wargs furent dispersés, et Thorin s'élança droit contre la garde du corps de Bolg, mais il n'en put percer les rangs. Déjà, derrière lui, au milieu des gobelins morts, gisaient bien des gnomes et des nains, et maints beaux elfes qui auraient dû vivre encore de longues et joyeuses années dans la forêt. Et comme la vallée s'élargissait, son assaut se faisait de plus en plus lent. Sa troupe était trop peu nombreuse. Ses flancs n'étaient pas gardés. Bientôt les assaillants furent assaillis, et ils furent contraints de se former en un grand cercle, faisant face de tous côtés, cernés de toutes parts par des gobelins et des loups revenus à l'attaque. Les gardes du corps de Bolg arrivèrent en hurlant sur eux et s'élancèrent contre leurs rangs comme les vagues contre une dune de sable. Leurs amis ne pouvaient les secourir, car l'assaut venu de la montagne était renouvelé avec une force redoublée, et de chaque côté, les hommes et les elfes étaient lentement battus. Tout cela, Bilbo le regardait avec tristesse. Il était placé parmi les elfes sur Ravenhill, en partie parce qu'il y avait la plus de chances de s'échapper, et en partie, de par le côté le plus touquien de son esprit, parce que s'il devait se trouver dans la dernière position désespérée, il préférait tout compte fait défendre le roi des elfes. Gandalf était là, lui aussi, je puis le dire, assis sur le sol, comme plongé dans une profonde méditation, préparant sans doute quelques derniers coups de magie avant la fin. Celle-ci. Il ne s'en faut plus de beaucoup, maintenant, pour que les gobelins n'enlèvent la porte, pensa Bilbo. Et puis, nous serons tous massacrés ou poussés en bas et faits prisonniers. Il y a vraiment de quoi pleurer après tout ce que nous avons enduré. J'aurais préféré que tout ce misérable trésor fût laissé au vieux Smaug, et que de voir ces viles créatures s'en emparer, et le pauvre vieux Bombur, Balin, Fili et Kili, et tous les autres, trouver une fin malheureuse. Et Bard aussi, et les hommes du lac, et les joyeux elfes. Misère de moi! J'ai entendu chanter bien des batailles, et j'ai toujours cru comprendre que la défaite pouvait être glorieuse. Elle semble plutôt très désagréable, pour ne pas dire angoissante. Que je voudrais me trouver loin d'ici. Un vent déchira les nuages, et un coucher de soleil rouge balafra l'ouest. Voyant cette lueur soudaine dans l'obscurité, Bilbo se retourna. Il poussa un grand cri. Il avait vu un spectacle qui lui fit bondir le cœur. Des formes noires, petites, mais cependant majestueuses, se détachaient sur le rougeoiement lointain. « Les aigles! Les aigles !» cria-t-il. « Les aigles arrivent !» Les yeux de Bilbo le trompaient rarement. Les aigles descendaient dans le vent, ligne après ligne, en telle quantité qu'ils avaient dû se rassembler de toutes les airs du nord. « Les aigles! Les aigles !» cria Bilbo, dansant et agitant les bras. Si les elfes ne pouvaient le voir, ils l'entendirent. Bientôt ils reprirent le cri, dont l'écho se répercuta dans la vallée. Bien des yeux interrogateurs se levèrent vers le ciel, quoiqu'on n'y pût encore rien voir d'autre que les épaulements sud de la montagne. « Les aigles !» cria encore une fois Bilbo. Mais, à ce moment, une pierre, dévalant d'en haut, frappa violemment son aume, et il tomba avec fracas et ne sut plus rien. Ceci était la fin du chapitre 17, et honnêtement, vu ce qui reste, on se le garde pour la semaine prochaine. Donc le prochain chapitre, le 18, sera le voyage de retour. Ça spoil un peu. Eh bien, merci beaucoup pour la compagnie. Voilà. Une bonne soirée, du coup. Bonne nuit, comme je l'ai dit. À une prochaine. La semaine prochaine. Allez.